Bonjour à tous. Alors on est dans une Yaris, voilà. Dans une Toyota Yaris HSD. Bon, ne faites pas attention à tous les voyants. C'est une voiture de location qui a sûrement été maltraitée. Ce que je voulais vous montrer, c'est typiquement la consommation lors d'un trajet en ville sur un véhicule hybride de ce type-là. Donc là, je viens de démarrer, le moteur est froid, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi remis la consommation à zéro. Bon, regardez, je triche pas, là on est à 42 litres, enfin 24 litres pour l'instant. Et on a un petit trajet de 20-30 minutes. Donc là, je suis sur l'électrique. Je glisse, quoi. Là, le thermique s'est activé. Donc on peut voir ici les différents flux d'énergie sur l'écran central. Le niveau de batterie, quel moteur entraîne les roues, est-ce qu'on recharge, tout ça. Donc on est sur une boîte auto. Plus précisément, boîte ICVT, donc c'est un système propriétaire à Toyota. Donc c'est une sorte de CVT avec train bicycloïdal, puis un moteur électrique à l'intérieur. On va dire c'est une usine à gaz, mais c'est très fiable et très efficace. Et ils ont pas mal lissé la sensation d'un peu mobilette des premières Prius notamment, où dès qu'on accélérait, le moteur moulinait énormément. Là, ils ont pas mal résolu ce problème. Est-ce que je peux mettre une vitesse plus élevée d'essuie-glace? Donc Yaris HSD, année, je pense que ça doit être du 2022-2023. Ça fait 100 chevaux. Donc on a un moteur 1,5 litre atmosphérique qui tourne sur cycle Atkinson et qui sort 75 chevaux. Et on a un moteur électrique qui sort, je crois, 50 ou 60 chevaux, et en puissance cumulée, ça fait environ 100 chevaux. Donc c'est suffisant pour une citadine, quoi. Donc là, on est déjà à 6 litres 1. Sachant que le moteur est encore froid. On vient à peine de partir, c'est vraiment pas mal. Là, quand on a un électrique, c'est très silencieux. Alors... Alors, j'ai chopé un truc, c'est pas bon ça. Bref, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sors, tu restes, non, tu restes comme ça, tu fais chier le monde. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais comment s'active ce rétroviseur? Ah, ok, j'ai trouvé comment activer le rétroviseur. Les essuie-glaces, je suis fatigué, désolé. Alors, à savoir que la jauge de puissance a plusieurs étages. Dans la jauge d'ici jusqu'à la limite de la zone éco, en fait, la voiture va rouler en full électrique. Si vous voyez les flux de batterie, bon là, je vais essayer de vous montrer en même temps tout à l'heure. Alors, d'ici à ici, ça va être full électrique. De éco jusqu'à la limite du début de la zone power, ça va être le thermique. Et à partir de la zone power, les deux moteurs vont pousser pour avoir le maximum de puissance. Après, ça dépend bien sûr l'état de charge de batterie, mais avec un niveau de batterie normal. On est en électrique ici. Ici, on est en thermique. Et ici, on a les deux moteurs. Donc power, c'est là où on délivre. Et en bas, on charge. Donc quand on ralentit, que ça descend, on charge la batterie en fait. Niveau intérieur, c'est un intérieur classique. Pas mal de plastique dur. Là, ils ont mis un petit plastique moussé, mais donc niveau qualitatif, c'est assez banal. Après, ça doit être une finition, je pense, milieu de gamme. Donc, vous voyez, là, je suis dans la zone éco, enfin avant la zone éco, et je suis en électrique. On peut voir le flux de batterie. Oui, l'intérieur est assez classique.
On a un écran ici qui est tactile. Donc on a un levier de vitesse à l'ancienne. Moi j'aime bien, je préfère les leviers de vitesse comme ça que maintenant les... Vous savez, les petites molettes qu'ils nous mettent dans les voitures. On a un volant... Je trouve le design du volant assez bien. Il y a beaucoup de boutons. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de boutons. Je suis très gadget. Et je trouve ça cool. Je préfère avoir beaucoup de boutons que d'avoir tout sur l'écran tactile au milieu. Donc là, voilà, électrique. Et là, hop, le thermique démarre parce que j'ai dépassé la zone éco, vous voyez. Quand il démarre, selon l'état de la batterie, soit il recharge légèrement la batterie, soit si la batterie est pleine, le moteur aide légèrement le moteur électrique aide légèrement à entraîner les roues. Et si je vais dans la zone power, là c'est vraiment, je vais vous faire... Bon, il n'y a pas de place devant, un peu plus tard. Une petite accélération power et là c'est vraiment toute la puissance sort. Bon, ça n'a rien de monstrueux, c'est assez linéaire à cause de la boîte CVT, mais voilà, ça avance quand même. On n'a pas l'impression que ça avance, mais quand on regarde le compteur, ça monte quand même. Vous savez, c'est ce genre de voiture qui ne procure aucune sensation d'accélération, mais qui avancent quand même. C'est clairement en général les moteurs atmosphériques donne cette sensation là. On est à combien là actuellement? On est à 4,5 litres. L'avantage du système hybride comme ça, c'est que là où on consomme le moins, c'est en ville, alors qu'avec un véhicule thermique classique, au contraire, on consomme beaucoup en ville. Ici, c'est là où on consomme le moins, vu qu'on est beaucoup en électrique et qu'on récupère de l'énergie à chaque freinage et décélération. Donc c'est très intéressant pour les citadins, voire les périurbains, mais clairement si vous faites principalement de la route et de l'autoroute, c'est pas un véhicule très intéressant parce que sur autoroute on consomme pas moins qu'un véhicule équivalent essence, quoi. Voire peut-être légèrement plus selon la configuration. Parce que vu qu'on a une batterie, la voiture est un peu plus lourde. Bon, ça, c'est pas une hybride rechargeable, donc ça reste une petite batterie. Et la voiture est quand même un peu plus lourde. La CVT n'est pas optimisée non plus pour l'autoroute. Ça va avoir tendance à légèrement mouliner. Ah, devant il y a une Auris HSD. Cette Auris HSD, c'est la première génération et c'était sorti, je crois, 1 ou 2 ans après la Prius 3. Et en fait, ils voulaient mettre donc la technologie hybride dans un véhicule entre guillemets classique, parce que la Prius, on va dire, a une esthétique assez particulière. Donc ça a rebuté pas mal de gens de l'acheter justement à cause de l'esthétique. Donc ils se sont dit, bah tiens, on va mettre le système hybride dans les voitures normales et diversifier la gamme. Donc ils ont sorti la Auris en hybride qui a repris le système de la Prius 3. Puis ils ont sorti la Yaris avec un système hybride un peu plus petit, donc à 1,5 litre au lieu d'un 1,8 litre. Et après RAV4, Highlander, maintenant la Corolla a remplacé l'Auris. Il y a la Yaris version SUV, Corolla aussi version SUV pour plein de véhicules. Et il y a toute la gamme aussi, Lexus, les RX, les NX, IS, CT200H. Et c'est déjà de base, Toyota c'est assez fiable, très fiable notamment en essence. Et là les systèmes HSD sont très très fiables. Donc il n'est pas... Ah oui, il m'a coupé la priorité celui-là. Bon, je
je filme, je veux pas dire de gros mots, mais normalement je l'aurais insulté. Bref. Oui, c'est très très fiable. Déjà, il y a très peu d'entretien. Savoir que sur ce moteur-là, donc il n'y a pas de distribution à faire. C'est un système de chaîne, si je me trompe pas, très très fiable. Donc il n'y a pas de problème de chaîne. Il n'y a pas d'embrayage à faire vu que c'est un système ICVT. Il n'y a que voilà, la vidange, les bougies, les filtres, mais à niveau entretien, c'est assez réduit. Pas d'alternateur aussi, parce que c'est un des deux moteurs électriques qui joue le rôle d'alternateur. Pas de démarreur aussi. C'est un des deux moteurs électriques qui joue le rôle de démarreur. Donc vraiment, ils ont limité, ils ont simplifié au maximum et limité le risque de défaillance. Et donc, il n'est pas rare de voir des hybrides avec 300 000, 400 000, 500 000 km où il n'y a pas grand-chose qui ont été fait. À part la batterie de traction, je sais que la batterie de traction généralement est à changer autour des 300 000 selon l'utilisation. Mais ça reste, quand on compare avec les frais qu'on... Mais lui, oh là là, mais je déteste ces gens comme ça. Le mec, au lieu de continuer, il y a une intersection derrière, de faire demi-tour ou je sais pas, ou d'attendre un rond-point, il vient comme ça gêner tout le monde. Là, heureusement qu'il a reculé, bref. C'est un système très fiable, peu d'entretien. D'ailleurs, tout ce qui est taxi, VTC sont très friands des hybrides Toyota et Lexus. Justement pour ça, la consommation est faible, notamment en ville. Le coût d'entretien est très bas. Et la valeur aussi, voilà, au niveau des cotes, la voiture décote très très peu. Elle garde des valeurs de cotes très élevées, même avec beaucoup de kilomètres et beaucoup d'années. Par exemple, quand j'ai acheté la Citroën C5 que j'ai présentée sur la chaîne, je regardais pas mal les Prius 2. Je me suis dit, tiens, un véhicule essence assez fiable, donc dans le cas hybride, mais un véhicule assez fiable, pas très puissant pour l'assurance, voilà, qui pas cher à l'entretien. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas une Prius 2. Et quand j'ai vu les prix, j'ai halluciné. Je ne trouvais honnêtement rien en dessous de 4000 €. Et savoir que 4000 €, c'était des voitures donc, de 2005, 2006, qui avaient 400 000 km, quoi, où la carrosserie était bien fatiguée. Pour moi, c'était trop par rapport à l'âge de la voiture, par rapport au kilométrage. Mais comme il y a la réputation du système hybride, ça se vend encore du coup 4 000, 5 000 € avec 400 000 km et voilà, la carrosserie pas top. Donc pour les possesseurs de ce genre de véhicules qui ne veulent pas perdre beaucoup à la revente, c'est un bon atout. Ah, là nous sommes à 3 litres 1. C'est vraiment impressionnant. 3 litres 1, je sais pas si il peut nous dire combien de kilomètres on a fait. Et on a conduit 84% du temps en électrique. Là, 78% du temps. Non, on peut pas voir combien de kilomètres on a fait, mais bon, c'est depuis la réalisation. Pour l'instant, on a dû faire une dizaine de kilomètres. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'intérieur? Donc bon, ils ont cherché à travailler un peu le design. Là, c'est un des poignées qui font assez un peu vaisseau spatial. Je suis pas trop fan des écrans qui sortent comme ça. Généralement, je préfère les écrans qui sont intégrés dans la planche de bord, genre bien encastrés. Je trouve que ça peut faire un peu cheap, mais bon, ça passe. Les aérateurs ont une forme un peu bizarre, mais voilà. On n'est pas sur un virtual cockpit. Peut-être sur les finitions de gamme, je sais pas. Je connais pas spécialement les Yaris, mais on est sur des compteurs classiques, qui est pas non plus mauvais. Mais j'avoue que moi, je me suis pas mal habitué au virtual cockpit, donc ça me fait un peu bizarre quand je retourne à des compteurs classiques. Donc on est sur des sièges en tissu, voilà, très très classique. C'est une 5 portes. Maintenant, les Yaris ne sont qu'en 5 portes. Toutes les citadines, toutes les compactes, maintenant, ils ne sortent que des 5 portes. Il y a encore 10 ans, on avait toutes les citadines et compactes, ou presque toutes, avec des variantes de 3 portes. Mais en fait, ils se sont rendus compte que niveau vente, c'était pas très intéressant parce que
ça se vendait pas beaucoup. Donc tout ce qui était Golf, par exemple Golf, Mégane, Clio 207, en fait ça se vend à 80% voire 90% en 5 portes, et donc ça leur coûtait cher à produire pour rien. Et donc maintenant ceux qui veulent des 3 portes doivent acheter un coupé, par exemple une Sirocco, je sais pas si la Sirocco existe encore, mais voilà, Sirocco, chez Kia ils ont les Procid par exemple, et voilà, mais que ce soit même la A1 que j'avais, maintenant les nouvelles Polo, les Golf, les Mégane, il n'y a que des 5 portes. Et si vous voulez une 3 portes, il faut acheter un coupé. Mais les coupés aussi sont pas mal raréfiés dans la plupart des gammes. Il y a... Chez Renault, par exemple, ils ne proposent plus de coupé actuellement, si je ne me trompe pas. Mais lui, oh là là, avec son Dodge Ram, il se pense tout permis. Bref. Chez Peugeot, il n'y a plus de coupé non plus, je crois. Citroën non plus. Enfin, maintenant, il y a des coupés. Il y a beaucoup, c'est la mode. Coupé 5 portes, mais coupé à proprement parler, vraiment 3 portes, carrosserie coupée. Les Allemandes continuent d'en faire, donc tout ce qui est série 4, CLE, Audi A5, mais chez les Françaises et les constructeurs généralistes, ça a un peu disparu, même les Coréennes, Kia, Hyundai, en tout cas en Europe, ça a pas mal disparu. Bon, moi personnellement, j'ai une vision de la voiture assez utilitaire, donc j'ai toujours privilégié les 5 portes coupées, mais pour les gens qui apprécient beaucoup les coupés, voilà, c'est un peu dommage. C'est une carrosserie qui a pas mal disparu. Je m'égare un peu, mais c'est l'occasion aussi de vous parler d'autres sujets toujours inhérents à la voiture qui peuvent être intéressants à savoir. Je vais mettre un peu de désembouillage parce qu'on commence à ne rien y voir. On va... Voilà. Ce qui est pas bon de faire dans une HSD, j'ai regardé aussi quelques vidéos où les gens expliquaient un peu comment optimiser sa consommation, c'est contre-intuitif, mais ne pas vider complètement la batterie, parce qu'en fait quand vous videz complètement la batterie à rouler que en électrique, le problème c'est que le thermique va s'activer pour la recharger, et quand le thermique recharge la batterie, il consomme vraiment beaucoup. Donc vaut mieux, l'idéal c'est de faire les démarrages en électrique, donc jusqu'à 20-30 km/h. Et après, quand on n'a plus trop de batterie, c'est de ma priorité à droite, mais il ne veut pas passer. Il y a ça m'étonne toujours. Des fois, les gens, ils ont la priorité, mais ils s'arrêtent comme ça et ils te laissent. Bon, si vous êtes vraiment à côté, oui, mais là, j'étais assez loin, ils pouvaient passer. Mais bon, bref. Et oui, ne pas trop décharger la batterie, ça sert à rien, parce que vous allez consommer une tonne dès que le thermique va s'activer. Généralement, essayez de ne pas trop utiliser la zone power, parce que c'est là où ça consomme vraiment pas mal. Donc l'idéal c'est de rester plus dans la zone électrique et dans la zone éco. Là vous voyez, tellement que le moteur ne tourne pas, on a fait déjà peut-être, allez, ça fait 20 minutes qu'on roule et il est encore froid, l'aiguille a à peine décollé du minimum. Pour vous dire à quel point... Voilà, taux EV, on a 84% en électrique. On a 2,9 litres, c'est vraiment impressionnant. 2,9 litres limite, on produit de l'essence. Il fait un peu froid. On peut mettre à 24, je suis un peu frileux, vraiment. Le thermique a démarré. Je pense là, j'ai mis à 24, le thermique a démarré pour justement me fournir un peu de chaleur, tellement qu'il n'a pas tourné. Quand ça sera dégagé, je vais essayer de faire une petite accélération en mode power pour que vous puissiez entendre le son que ça fait. Même si c'est par rapport aux premières, j'ai déjà monté dans les premières Prius, c'est plus silencieux quand même maintenant. Attends, je vais réduire parce que j'ai l'impression que là le thermique tourne pour rien, juste pour me fournir du chauffage. Donc on va se geler, mais au moins on va rien consommer. On se sacrifie pour la science.
Dodge Ram, c'est assez rare. Quoique ici à Bruxelles, on voit beaucoup de Dodge Ram, beaucoup plus qu'à Paris ou en France en général. Et il y a beaucoup aussi d'artisans qui ont des Dodge Ram. Ça veut dire que des fois, on verra un Dodge Ram qui tracte une petite tractopelle ou une... je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, les grosses tondeuses à gazon, par exemple, dans les grosses boîtes. J'ai travaillé notamment sur des gros sites pharma. Et des fois, tu as des artisans, notamment des paysagistes, au lieu de venir avec un trafic et une remorque, ou un Iveco et une remorque et leur matériel derrière, ils viennent avec un Dodge Ram ou un F-150 et ils sortent leurs grosses tondeuses, leurs grosses tractopelles. Donc c'est assez marrant à voir. Et la plupart, ils sont en GPL. Ici, le GPL coûte vraiment pas cher. On en trouve entre 50 et 70 centimes le litre. Voilà, je fais une accélération mode power, allez. Ça pousse vraiment pas mal. Et je vais couper parce qu'on arrive déjà à des vitesses. Franchement, il y a une très bonne poussée et c'est pas très bruyant que ça. Et à comparer avec la 1 que j'avais eue qui faisait 95 chevaux, donc là ça fait 100 chevaux, c'est pareil. Ça pousse aussi bien, voire un peu plus, j'ai l'impression. C'est sûrement l'apport d'électrique qui fait qu'il y a pas mal de couples, mais la poussée était vraiment pas mal. La conso a dû faire toujours à 3,4 litres. Donc là, en ville, il est très facile de rester autour des 3 litres, 3 litres 5. J'avais fait un peu d'autoroute. Généralement, sur autoroute, on est plus à 5 litres. Entre 5 et 6 litres. Si c'est l'autoroute urbaine, on est à 90-100, on va être dans les 5 litres. Si c'est la vraie autoroute, on est à 120-130, on va plus être à 6 litres. En mix, on tourne autour des 4 litres. En ville, voilà, 3 litres, 3 litres 5. C'est un véhicule où voilà, on peut facilement sur un plein tourner à 4 litres, voire légèrement moins. Donc c'est... Excusez-moi. Donc c'est très intéressant au niveau consommation et niveau entretien. Je me demande d'ailleurs pourquoi il n'y en a pas plus sur les routes. Bon, après, le véhicule est, je sais pas si vous allez le comprendre, mais un aspect un peu fade. J'ai pas essayé les grosses... Enfin, quand j'ai essayé le RAV4 aussi, quand j'ai passé c'est pas un permis, la formation B96 qui permet de conduire un véhicule avec une remorque de plus de 3 tonnes 5, parce que le permis B, on est limité à 3 tonnes 5. Donc ça permet d'aller jusqu'à 4 tonnes 250. Et la voiture du coup qu'on a utilisée pour la formation B96 était un RAV4 hybride de 120 chevaux, un gros véhicule. Et en plus il tirait une remorque et en moyenne on était à 6 litres 6 si je ne me trompe pas. Donc pour la taille du véhicule c'est vraiment pas mal. 6 litres 6, un SUV d'une tonne 8 avec une remorque d'une tonne, une tonne 5 derrière. C'est vraiment pas mal et il y avait encore de la patate. Mais oui, enfin en tout cas cette Yaris, j'ai beaucoup moins ressenti ça sur le RAV4, mais là cette Yaris c'est un aspect un peu fade. Déjà, là je pense que c'est inhérent à la finition, mais l'intérieur est très quelconque. Voilà, c'est très quelconque. C'est pas spécialement chaleureux, beaucoup de plastique dur, design assez banal. À la conduite aussi, le fait que ça soit une CVT, que ça soit voilà. Un système hybride, c'est très plat, ça ne distille vraiment pas spécialement de sensation de conduite, donc c'est quelqu'un qui aime la conduite va pas mal s'ennuyer. Pareil, l'extérieur, je vais vous montrer rapidement l'extérieur quand on va arriver, on est presque arrivé, mais l'extérieur du véhicule est aussi assez quelconque. Je préférais l'ancienne génération au niveau design. Donc pour moi c'est un véhicule quand même qui est assez fade, donc à la conduite, je préfère par exemple la A1 que j'ai eue. Même si cette Yaris hybride est plus économique, plus fiable. Mais niveau sensation de conduite, après c'était une boîte mécanique, la 1 ça change aussi pas mal. Mais niveau sensation de conduite, voilà, Donc là il y a deux autres Poppy, je vous ai fait la vidéo de la A3, notamment celle-là. Enfin, je sais pas si c'est celle-là exactement que j'ai conduit, mais de ce modèle d'A3. Là, il y a exactement la même Yaris dans laquelle je suis. Alors, Poppy, rapidement, je sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est un système de voiture à la demande. C'est un peu comme des Vélib.
pour les Parisiens, mais version voiture. Donc tu prends la voiture pour le trajet que tu as à faire et voilà, tu la rends, tu la gares. L'avantage c'est que tu peux la garder n'importe où, il n'y a pas de station dédiée comme il y avait pour Autolib. Donc tu finis ton trajet, tu la gares. Et voilà, tu payes à la minute, voilà, à l'utilisation que tu fais. Je vais chercher à faire demi-tour parce que je suis arrivé à ma destination. Ah, c'est bon. Le rayon de braquage est vraiment pas mal. Bon, ça suffit pas à faire un demi-tour là dans un mouchoir de poche, mais le rayon de braquage était vraiment pas mal. Hop. On n'a pas de mode manuel du coup vu que c'est une CVT, mais on a un mode B pour break. En gros, ça augmente le frein moteur et la régénération et ça fait un peu on a presque plus besoin de se servir du frein quand la voiture s'arrête pas mal sans qu'on ait utilisé le frein. C'est assez agréable, notamment en ville ou en montagne. Hop. Se garer à une main, c'est pas hyper pratique. Hop. On a une caméra de recul aussi, ça c'est pas mal. Ça c'est de plus en plus présent dans les voitures, même avec des finitions assez basses, d'avoir des caméras de... Plus elle est en couleur, la définition est correcte. Juste le guidage ne tourne pas avec le volant. Normalement, vous savez, il y a le guidage pour dire où est-ce que la voiture va. Bah, avec le volant, ça va tourner. Là, ce n'est pas le cas. Mais comme c'est un petit véhicule, franchement, pour se garer, il n'y a pas spécialement de problème. Je vais éteindre le véhicule et je vais vous filmer rapidement l'extérieur et puis on va s'arrêter là. À combien, attendez, je voulais voir à combien on est arrivé niveau consommation. Savoir qu'on a fait un trajet d'à peu près 20 km en 20-30 minutes. J'ai pas regardé le chrono. Vous voyez, on est arrivé, le moteur est encore froid tellement qu'il n'a pas tourné. C'est impressionnant. 3 litres 3, voilà. 3 litres 3. Consommation en ville, 3 litres 3. Ce sera peut-être le titre de la vidéo, mais... Putain, je vais mourir. Voilà la pièce Yaris. J'aime pas trop l'arrière, il est très bizarre. Mais voilà, finition assez classique, pas de vitre teintée, pas de jante alu, c'est des enjoliveurs. La face avant par contre j'aime bien. J'aime bien la face avant, mais je n'aime pas la face arrière. On retrouve des feux à LED maintenant qu'on a sur un peu tous les véhicules. Et puis voilà. C'était principalement pour vous parler de la conduite, vous montrer la consommation d'une hybride. Donc je vais pas trop m'étaler. Et je connais pas du tout le véhicule, je l'ai juste pris pour un trajet, mais bon, voilà. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée à vous. Ciao.